Vous le savez sans doute, la bienveillance est devenue, depuis la loi de refondation de l'école en 2013, une commande institutionnelle. Proposer une école bienveillante, une évaluation bienveillante deviennent des mots d'ordre d'une école qui cherche à modifier ses pratiques. On peut dire que c'est un mouvement général. Les parents, les enseignants, mais aussi les chercheurs en sciences de l'éducation notamment, se penchent activement sur ce que l'on nomme le care, le prendre soin en éducation, sur les valeurs, l'éthique ou encore la déontologie enseignante. Et tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'une nécessité et sans doute d'une urgence. Mais comment s'y prendre concrètement? Au-delà des bonnes intentions que tous partagent, que peut bien vouloir signifier la bienveillance dans le quotidien des classes, des élèves et des enseignants? Éric Prérat, un philosophe de l'éducation, écrit que l'hospitalité scolaire, le fait de faire de l'école un lieu d'accueil, déclinaison possible de la bienveillance, passe par trois principes et par trois vertus. Les trois principes fondent, donnent le socle sur lequel le professeur construit son action. Ce sont l'égalité d'abord, l'accueil de tous, le riche et le pauvre, le blanc et le noir, le droit et le tordu, écrit Prérat. Enfin, le refus de la discrimination. Ces trois principes fondent l'action enseignante, et l'action enseignante s'incarne pour sa part dans trois vertus, autrement dit trois qualités, trois dispositions morales, qui viennent habiter les gestes enseignants: le tact, la sollicitude et le sens de la justice. Considérons-les rapidement. La justice, c'est la balance aveugle et impartiale. Elle est égalité, de traitement et de considération, mais aussi équité, c'est-à-dire proportion. La justice, être juste, c'est tenir ensemble justice commutative et justice distributive, dit Aristote, c'est-à-dire le droit égal et le respect de la singularité de chaque situation. La sollicitude, deuxième vertu, et autre nom de la bienveillance, peut être définie comme la capacité à se soucier des autres, en particulier des plus vulnérables. Elle est le sentiment de sa responsabilité envers autrui. Elle fait d'autrui, donc ici de l'enfant, un sujet d'attention. La sollicitude est nécessaire, mais toujours délicate, car le risque est toujours présent de devenir paternaliste, d'étouffer l'autre par excès de sollicitude, et voilà pourquoi sollicitude et justice doivent aller de pair. Reste le tact, vertu qui est à ma préférence, et c'est de celle-ci que je vais partir aujourd'hui. Cette vertu a fait l'objet d'un ouvrage spécifique publié chez ESF par Éric Prérat en 2017, Éduquer avec tact. Éric Prérat y souligne que le tact est une notion peu théorisée dans le milieu de l'enseignement et qu'elle l'est en revanche beaucoup mieux dans le milieu du soin. Le tact fait référence au toucher. C'est un toucher juste, nous dit-il, c'est-à-dire une action pertinente en fonction de l'instant, du moment et des circonstances. Ne pas avoir de tact, à l'inverse, c'est mettre les pieds dans le plat, justement, ou faire l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire agir de manière déplacée, inconvenante, c'est-à-dire qui ne convient pas, non approprié à la circonstance. Mais le tact, c'est aussi savoir faire preuve de discrétion, de pudeur, de retenue ou de silence. Préra cite Loewenstein qui dit du tact qu'il doit laisser l'autre intact. Dans ce sens, avoir du tact, c'est parfois savoir se taire et se retenir d'agir. Dans certaines situations, le silence est encore le meilleur moyen d'apporter son soutien ou sa sollicitude. Si je transfère cette proposition au professeur, cela donne cela. Une des vertus cardinales pour le professeur, ce serait avoir du tact, c'est-à-dire agir à propos, donc aussi de savoir se retenir d'agir et faire silence. C'est ce silence, cette non-action qui m'intéresse ici plus particulièrement, une notion que j'ai modestement essayé de nommer la suspension de l'action. C'est une proposition qui paraît bien inhabituelle pour le professeur. Regardons cela de plus près, et ce sera mon premier point. Spontanément, nous considérons l'enseignant comme celui, par excellence, qui agit. Le professeur transmet, il expose, il explicite, il évalue. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est professeur, parce qu'il détient des gestes professionnels spécifiques, des savoirs d'action à mobiliser pour transmettre le savoir. Et ce professeur, il agit en parlant. La forme scolaire traditionnelle occidentale est celle de l'exercice de la parole. Les leçons, les énoncés, les consignes, l'édiction des règles, les échanges pour la correction, les évaluations, autant de moments
où le professeur semble faire son travail par sa présence active et en parole. Donc le professeur agit. Pourtant, lorsque l'on y réfléchit bien, cette action n'est pas si évidente. Est-ce certain que le cœur du métier d'enseignant soit essentiellement d'agir? Lorsque le professeur met l'élève en situation de travail, il va faire quelque chose à l'élève. C'est donc l'élève qui agit afin d'apprendre quelque chose. Dans une telle situation, le professeur sait des choses que l'élève ne sait pas. Et ces choses que le professeur sait, il ne va pas les dire. Ou il ne va pas toutes les dire. Et là, 5 et 5, ça fait combien? Le professeur sait que ça fait 10. Tu peux me lire le mot que je viens de t'écrire? Le professeur sait quel mot est écrit là, mais il ne dit pas tout, précisément pour laisser l'élève agir, apprendre, tâtonner, se questionner. La didactique a forgé un terme pour décrire cela. Elle nomme cela la réticence. Et la réticence didactique est toujours en lien avec une expression didactique. C'est ce que nous dit notamment la théorie de l'action conjointe en didactique, la TACD, qui est en lien au chercheur Gérard Sansevie. Entre réticence et expression, ajustée à l'élève, à l'enfant qui est à côté de moi. Voilà un des fondements du travail du professeur. Les enseignants qui usent d'une pédagogie différente, qui engage l'activité de l'élève, et bien sûr les montessoriens connaissent bien cette disposition particulière, notamment à travers l'expression « aide-moi à faire seul ». Regardons alors là de plus près, car c'est une action très particulière et paradoxale, car elle semble allier des contraires. Je vais donc décrire cette action qui consiste à ne pas agir, cette action non agissante, et ce sera mon deuxième et dernier point. Lorsque le professeur est en réticence, lorsqu'il est réticent, il n'agit pas, stricto sensu. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il soit absent, pas là, qu'il somnole ou qu'il se désintéresse de l'enfant. En réalité, le professeur suspend son action. Et ainsi, il agit. Il agit dans le fait de non agir. Son action est non agissante. La philosophie occidentale possède peu de ressources pour penser ces pratiques un peu inhabituelles que l'on retrouve particulièrement bien exprimées chez les praticiens montessoriens. Il faut alors s'aider d'autres philosophies, notamment asiatiques. Dans le taoïsme, il existe une notion, le wei wu wei, qui signifie précisément agir sans agir. Dans cette tradition particulière, cette action non agissante est définie comme l'action parfaite par excellence, parce qu'elle est une action qui s'effectue comme d'elle-même. L'exemple donné le plus souvent est celui du musicien qui a tellement intégré son morceau qu'il joue à la fois avec une maîtrise parfaite et un lâcher-prise tel qu'il donne l'impression que le morceau se joue tout seul. Pour parvenir à cela, le praticien, qu'il soit musicien, boucher, je pense à Platon, ou professeur, doit donc agir, mais selon un lâcher-prise et une confiance en lui et en l'enfant, par rayonnement en quelque sorte. Ce n'est pas une absence d'action, ce n'est pas non plus de la négligence, du relâchement au mauvais sens du terme, c'est une présence active, à la fois pleine et vide. Pleine car le professeur est là, pleinement présent. Vide dans le sens asiatique du terme car il doit être réceptif à ce qui arrive, et notamment pour un éducateur montessorien à l'ambiance qu'il contribue par ailleurs à créer, l'éducateur, la maîtresse montessorienne étant un élément central de l'ambiance. Par cette réceptivité, il est d'ailleurs à la fois présent à l'enfant qui est devant lui et à l'ensemble des enfants au collectif dans lequel cet enfant et cet éducateur s'inscrivent tous deux. L'enseignant est donc réceptif. Il doit donc pouvoir écouter. Et pour pouvoir écouter, mieux vaut ne pas s'agiter ni parler sans cesse. Sinon ce n'est pas l'enfant que nous écoutons, c'est nous-mêmes. Et nous ne sommes pas toujours de bons conseils. L'adulte possède aussi ses émotions, ses angoisses propres, ses peurs, ses difficultés. Donc, si je reprends le raisonnement, je trouve les éléments suivants. Il existe une action, pour le professeur, qui consiste dans le fait de suspendre son action. C'est une action qui consiste à ne pas agir, une action non agissante. C'est un ancrage dans le présent, dans le silence aussi, j'y reviendrai. C'est une action qui rend disponible et qui permet d'être actif au bon moment. Les praticiens le savent,
Lorsqu'il y a liberté pour l'enfant, toute la difficulté consiste à savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir. Parfois nous intervenons trop tard, parfois trop tôt. Tout le tact, au sens du doigté, du savoir-faire du professeur, consiste à saisir le bon moment. Chez Aristote, il y a un terme pour dire cela. C'est le kairos. Le kairos, c'est le bon moment pour agir. C'est à la fois du temps, le bon moment, du savoir, quoi mobiliser à ce moment précis, et une attention à la situation présente qui permet de saisir précisément ce bon moment. Je vois un enfant qui s'ennuie. Quelle est cette occasion? Est-ce que je laisse faire? Et peut-être l'enfant trouvera-t-il un travail? Peut-être ce moment d'ennui est-il nécessaire pour lui, pour trouver des ressources en lui-même, une motivation réelle? Mais peut-être cet enfant a-t-il besoin précisément qu'à ce moment-là, moment qui n'est pas reproductible, je vienne le voir, je l'incite à travailler, je lui propose des choses, voire je l'enjoigne à prendre un travail. La tradition grecque aimait à représenter le kairos comme un jeune homme chevelu à l'avant du crâne et chauve à l'arrière. Quand ce jeune homme passait, il y avait trois solutions. Soit on ne le voyait pas, soit on le voyait mais sans chercher à le saisir, soit on le saisissait, mais dans ce cas, il fallait le saisir par les cheveux, donc pile au bon moment. Philosophiquement, c'est très intéressant puisque cela suppose un temps non seulement linéaire, mais un temps avec des ramifications, une profondeur. À l'instant T, il y a plusieurs options possibles. Le professeur est ainsi soumis à une multitude de choix. Agir, mais comment agir au bon moment, comment agir correctement sans être grossier? Ou ne pas agir, mais alors comment faire pour que cette non-action ne soit précisément pas de la négligence ou de la paresse? Ce dilemme est amplifié dans un contexte de pédagogie alternative et ou un contexte montessorien puisque l'enfant est laissé libre. Il sera encore plus crucial et plus difficile sans doute de savoir quand agir et quand ne pas agir. Et ce savoir constituera donc un pilier de l'action du professeur. La disposition du professeur, son écoute, pour le dire un peu vite, même si ce terme est sans doute galvaudé, est alors encore plus cruciale. Tout ceci, cela va de soi, va dans le sens de l'éducation et de la transmission, ce pourquoi le professeur est là. Il ne s'agit pas ici de laxisme ou de démission relative au savoir, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Pour terminer ce point, je voudrais noter deux choses. En fait, je voudrais souligner les deux choses cruciales que cette action non agissante permet, et cela servira en quelque sorte de conclusion à mon propos. La première chose, c'est la liberté de l'enfant. Suspendre son action, c'est laisser un temps et un espace propres à l'enfant. Dans le cadre montessorien, suspendre son action signifie ainsi redoubler, en quelque sorte de manière éthique, la liberté déjà donnée dans les dispositions didactiques, dans la pédagogie, la méthode elle-même. Ce qui signifie que dans ce cas, nous ne sommes plus seulement dans l'autonomie, je te laisse faire seul quelque chose que je t'ai demandé de faire, mais bien dans la liberté, ce qui est plus radical, la liberté d'user de son temps et de son espace propre, qui suppose que l'enseignant, tout en assumant sa posture d'enseignant, renonce à la toute-puissance. Et ce choix, qui est alors éthique, peut avoir lieu même dans des temps cadrés comme ceux de la présentation. Alors non seulement je reconnais à l'enfant sa temporalité propre, mais je lui fais confiance en me libérant de ma propre angoisse vis-à-vis du temps. C'est une question éducative, didactique, mais aussi éthique. Et les trois choses sont étroitement liées. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est la question de l'autorité. Alors nous connaissons tous la distinction entre autorité et autoritarisme. Sur la question de l'autorité, il faut aller voir Hannah Arendt qui distingue l'autorité à la fois de la persuasion et de la coercition. Pour Arendt, l'autorité n'est pas la persuasion parce que la persuasion nécessite une égalité, donc la suspension de l'autorité, et pour elle, cela ne peut avoir lieu dans la relation éducative. Elle a une vision plutôt conservatrice de l'éducation. Donc l'autorité n'est pas la persuasion, mais l'autorité n'est pas non plus la coercition, c'est-à-dire l'usage de la violence et de la force. Pour elle, celui qui use de violence et de force a perdu en réalité son autorité. Éric Prérat, que j'ai déjà cité et qui a beaucoup lu Arendt, écrit que l'autorité, pour le professeur, c'est l'équivalent d'une autorisation donnée à l'enfant, autorisation d'entrer dans ce monde. Dans ce sens, l'autorité n'est pas une action sûre, dit-il, ce que serait une relation de pouvoir, j'agis sur l'enfant,
mais une action intransitive, une relation indirecte, dit-il. Il s'agit de susciter l'agir chez l'autre. Le détenteur de l'autorité n'agit donc pas directement, mais suscite l'action. Il agit sans agir en quelque sorte. Son action passe par la non-action. Alors que peut-on déduire dans la pratique de tout ce que je viens de dire? Je vais parler ici de la pratique montessorienne avant tout, puisque c'est de là que partent mes recherches actuelles, mais il va de soi que dans ces pratiques spécifiques se trouve aussi du générique, c'est-à-dire des choses que l'on peut, des règles ou des considérations que l'on peut considérer pour tous. Disons que la pratique montessorienne radicalise cette suspension de l'action que l'on trouve sous d'autres formes pratiques dans d'autres pédagogies. Dans cette pratique montessorienne donc, la suspension de l'action laisse une place considérable au corps. Premier point pratique. Le corps devient un moyen d'expression lorsque la parole a cessé, même si elle a cessé temporairement. Le sourire, le visage, les mains, toujours avec tact. La proximité ou la distance parle littéralement à l'enfant et aux enfants. En didactique, on peut utiliser cette science des distances en utilisant ce que l'on appelle la proxémique. C'est une science qui nous vient des anglo-saxons, de Hall, qui a étudié les distances culturelles selon les cultures et la proximité avec la personne où nous tenons plus ou moins proches ou plus ou moins à distance dans l'espace. Ce qui signifie que dans cette pratique de la suspension de l'action, il y a une intelligence de l'espace entre les personnes. C'est le premier point. Il y a donc aussi une intelligence du temps, deuxième point. Il s'agit de laisser la place dans l'espace et dans le temps, de la place à l'enfant. Car pour savoir comment se situer dans l'espace, comment faire usage de son corps, mieux vaut faire les choses lentement. La lenteur de l'adulte, mais aussi le ralentissement du temps didactique fait partie des ingrédients nécessaires à une relation éthique à l'enfant et nécessaires aux pratiques montessoriennes. Maria Montessori, on le sait, insiste sur la lenteur de l'adulte qui présente le matériel. Bien sûr, il s'agit de donner à voir à l'enfant nos gestes dans leur précision, mais plus profondément, il s'agit aussi pour l'adulte à apprendre à ralentir, à se décentrer et à porter attention à ce que l'enfant dit lui aussi par son corps et par ses gestes. Nous arrivons alors au troisième point, crucial dans la pratique montessorienne, qui est le silence et qui est enseigné dans les formations. Alors ce silence est étroitement lié au choix pédagogique et didactique, celui d'un enseignement par imitation, par manipulation et par ritualisation. On pourrait comparer, surtout pour les petits, pour les 3-6, la méthode montessorienne et les katas, s'il fallait reprendre un terme japonais, les katas des arts martiaux. En tout cas, si l'on parle de silence et si l'enseignant se tait, il peut s'exprimer par le corps et on retrouve la tension entre réticence et expression dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons alors pour la pratique une sorte de mélange très fin entre une ritualisation de l'apprentissage, une suspension de l'action enseignante, la lenteur, le silence. 4 facteurs qui presque immanquablement mènent à la concentration conjointe du professeur et de l'élève. Chacun se concentre à la fois sur la tâche et sur l'implicite de la relation. Ainsi, nous avons des ingrédients qui peuvent mener vers une action éthique envers l'enfant, et je reviens sur la notion de bienveillance par laquelle j'ai commencé. Sauf que on voit que cette bienveillance ne doit pas seulement protéger l'enfant, elle doit aussi lui permettre, dans la mesure où elle lui laisse de l'espace, du temps et de l'expression, donc cette bienveillance doit aussi permettre à l'enfant d'exprimer sa force et sa puissance. Nous trouvons ici une base de la pensée montessorienne de l'enfant, l'enfant qui n'est pas considéré seulement comme un être faible dont il faut protéger la vulnérabilité, mais aussi un être dont la force est plus que certaine, être qu'il faut à la fois laisser émerger et guider.